Vous aimez les intégrales X-Men, et moi aussi, ça tombe bien, et c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo sur la dernière sortie, il y a quelques semaines, je crois, ou quelques jours, quelques semaines, je sais plus. Bref, c'est l'intégrale X-Men 2000, qui est une intégrale un peu particulière, comme on va le voir, parce qu'elle regroupe quand même pas mal de titres assez différents et variés. Vous allez le voir dans le feuilletage, puisqu'il y a du X-Men, il y a du Uncanny X-Men, il y a du Cap, du Wolverine, du X-Force. Bref, il y a pas mal de choses. À l'intérieur de cet album, vous avez en réalité, on va dire, peut-être pas deux sagas, mais deux périodes des X-Men. Vous avez tout d'abord la continuité de la précédente intégrale. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo, hein, vous la trouverez sur la chaîne. Dans la précédente intégrale, nous avions eu la saga des 12 qui se terminait par la fusion en fait de Cyclope et de Apocalypse. Et bien ici, en fait, on a un peu la suite, entre guillemets, de cette saga, puisque c'est ce que l'on appelle les ères d'Apocalypse, référence évidemment à la partie l'ère d'Apocalypse, que nous avions eu quelques années plus tôt. Voilà, les ères d'Apocalypse, en gros c'est une demi-douzaine d'épisodes. Et puis derrière, vous avez une autre partie que j'avais complètement oublié cette saga-là. Vous avez le maître de l'évolution qui, entre guillemets, guérit les mutants de leur maladie, entre guillemets. Il décide en fait de supprimer tout ce qui est gène mutant, et donc tous les mutants retrouvent en fait leur apparence et leur condition humaine. Évidemment, ça va créer quand même pas mal de soucis. Ces deux sagas, ces deux périodes sont scénarisées par Alan Davis, qui à l'époque est vraiment le chef d'orchestre des mutants. Et c'est dessiné par toute une palanquée de dessinateurs, on va le voir dans le feuilletage. Je vais vous feuilleter cette intégrale, et puis je vais la commenter en même temps. Ça rappellera bien des souvenirs à ceux qui l'ont vécu à l'époque en kiosque. C'était c'était il y a 26 ans, un peu moins de 26 ans, puisque en kiosque ça devait être dans les années 2001, je pense. Voilà, c'est pas la meilleure intégrale X-Men, c'est pas non plus la meilleure période pour les X-Men, mais il y a encore quelques petites choses qui sont assez sympathiques, et puis on a quand même du Alan Davis au dessin sur certains épisodes, donc c'est pas... on ne jette jamais des épisodes dessinés par Alan Davis, on les déguste tout le temps, même si le scénario est pas forcément très extraordinaire, et puis on va voir que les airs d'Apocalypse, c'est un peu problématique aussi. Allez, on se retrouve tout de suite avec un feuilletage en règle, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, bah alors, comme d'habitude, hein, on a une jaquette amovible chez Panini. C'est le format depuis 20 ans des intégrales. Je l'enlève ici pour pouvoir faire correctement le feuilletage. C'est marrant parce que moi je sais pas ce que vous faites de vos jaquettes, mais moi quand je lis le bouquin, moi je l'enlève toujours la jaquette. Alors c'est marrant parce qu'une jaquette c'est censé protéger le bouquin, mais là quelque part il n'y a rien à protéger puisqu'il n'y a pas d'illustration. Moi, je préfère quand en fait le contenu graphique de la jaquette se retrouve sur le livre. Comme ça, on a une jaquette par-dessus qui protège la couverture cartonnée. Là, du coup, on a plus envie de protéger la jaquette qui est en soi pas censée être protégée. Bon, bref, je sais pas si vous m'avez compris, mais bon. Bon, on est sur la charte graphique habituelle comment dire, des intégrales. Pardon, des intégrales. Une interface, une préface de Christian Grasse. Voilà, qui, comme d'hab, nous présente un petit peu une remise en contexte. On démarre avec le Uncanny Annual X-Men 1999, même s'il a été publié dans les années 2000. Alors je ne l'ai pas précisé, on est sur des traductions de Nicole Duclos et de Elisabeth Delannoy, qui étaient les traductrices à l'époque des X-Men, donc au début des années 2000 chez Panini. Donc un annual qui vient... alors, il est pas mal. Le dessin est assuré par Troy Hubbs et Scott Koblish. C'est un épisode qui va mettre en avant Exodus et ses liens avec Magneto. On a ici Wolverine qui se remet de sa récente possession lors de la période des 12 là. Là, on a un Wolverine à poil. D'ailleurs, ça donne l'occasion d'une petite blague avec Kitty et Jubilé. On a sur l'île de Genosha la petite famille de Magneto, et puis Cortez et Exodus, etc., qui discutent. Une petite inversion de Bulle ici,
On y a le droit de temps en temps chez Panini. En fait, cette bulle-là, ce texte doit se trouver ici et ce texte-ci doit se trouver là, parce que bah, ça fait bizarre sinon quand Vif Argent dit il ne paie rien pour attendre Vif Argent, bah oui, mais c'est toi Vif Argent, donc ça pose problème. Cherchez pas, j'ai vérifié en VO, hein, on intervertit les deux. Bon, vous voyez, les dessins sont pas fabuleux, c'est pas fabulissime. Bon, c'est pas extraordinaire, quoi. Voilà. C'est un annual qui a pas un grand intérêt. Bon, voilà, j'ai pas trouvé ça. Enfin, moi, les annuals X-Men, généralement, ça me branche pas des masses. Quand ils sont pas en plus dessinés de manière un tant soit peu correcte, ça me passe un peu à côté. Il a pour intérêt, cependant, d'introduire ce personnage du maître de l'évolution, alors qu'il y a un personnage qui était déjà apparu hein, chez Marvel, mais qui va jouer un rôle dans la deuxième partie de l'album. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que j'aurais trouvé plus intéressant de la part de Panini de le mettre un petit peu plus loin dans l'album que là. Parce que bah, du coup, on va passer à Uncanny X-Men 378, qui démarre dans cette période l'ère d'Apocalypse, qui, qui est en fait une étrange période éditoriale, je dirais, puisque là, ici, c'est le premier épisode, ça c'est le début de la fin. La fin, ça va être ici, dans le X-Men 98. Donc vous voyez, ça représente quand même une petite partie quand même de cette intégrale. Hein. Et ce qui se passe en fait, c'est que Alan Davis, qui est à la manœuvre, nous présente des versions alternatives des X-Men imaginées par Apocalypse, enfin le mélange d'Apocalypse, la fusion d'Apocalypse et de Scott Summers. Et donc c'est des univers alternatifs, c'est des visions d'univers. Et bah, ce qui est un peu étonnant, c'est que parfois il y a des idées qui sont intéressantes, mais en fait ça n'a aucun avenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, une fois que l'épisode se termine, bah, on n'en parle plus de cet univers-là, et on va, comment dire, doucement s'acheminer vers une conclusion bah, qu'on va voir tout à l'heure. Mais en réalité, ces pages ne servent à rien. C'est-à-dire qu'on aurait pu nous épargner tous ces épisodes qui, je redis encore, il y a des trucs qui sont intéressants, moi, que j'ai bien aimé à la lecture, mais à chaque fois, je me suis dit, mais en fait, ça n'aboutit à rien, puisque c'est des unitaires à chaque fois. Alors, exemple, ici, on nous refait les origines, les X-Men d'origine, sauf que vous allez voir, il y a une petite variante. Bon, déjà, ça nous est présenté du point de vue de Jean Grey. On retrouve le bon vieux, comment dire, Xavier. Et puis, bah, comme vous pouvez le voir immédiatement, il y a un personnage qu'il n'y avait pas à l'époque des premiers X-Men, c'est Tornade, qui fait partie du truc. Et quand on va regarder de plus près, on va se rendre compte que c'est pas la seule variante. Là, ici, on pourrait penser qu'il s'agit comment dire, de Scott Summers. Mais si on y regarde de plus près sur la couverture, vous verrez que le Scott Summers, généralement, il tient pas des cartes à jouer, il n'a pas un air suffisant comme ça, et il n'y a pas d'énergie qui s'émane de ces cartes, tout simplement parce que ben, quand il retire sa visière, il n'y a pas de faisceau rouge, mais c'est tout simplement le personnage de Gambit qui a pris sa place. Alors c'est pas idiot que le personnage de Gambit prend sa place, puisque pendant longtemps, le personnage de Gambit a été supposé être un des frères Summers, et puis il y a toujours cette histoire de yeux rouges, ces fameux yeux rouges qui ressemblent un peu à ceux de Scott Summers dans le tout premier épisode comment dire, où il apparaît. Donc il y avait une filiation comme ça, en tout cas un lien qui était apparu, et c'est pas con de la part comment dire, d'Alan Davis de jouer sur cet aspect. On remarquera qu'à l'époque les héros pouvaient fumer encore, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Ici vous pourriez penser que c'est la sorcière rouge devenue verte, mais non, c'est Lorna Dane. Voilà, c'est Polaris qui comment dire, est en version, bah, dans la version de cet univers qui prend un peu la place, on va dire, de la sorcière rouge. On a évidemment une opposition avec Magneto. Bon, vous voyez, voilà, on nous rejoue les intrigues, enfin, on nous rejoue les origines en déplaçant simplement les personnages. Ici, Malicia fait partie de la confrérie des mauvais mutants. Ici, le crapaud est remplacé par Marrow. On a Sunfire qui est là. Bon, voilà, mais bah, en gros, ça s'arrête un petit peu là, quoi. On nous rejoue les éléments habituels, l'entraînement comment dire, dans la salle des dangers. Ça, c'est une référence aux premiers épisodes de Uncanny X-Men, enfin aux premiers épisodes d'X-Men. Ils vont retrouver le personnage de Colossus dans un cirque. Bon, c'est là qu'arrive Magneto pour, comment dire, pour récupérer, pour essayer d'engager le personnage de Colossus, et ça va aboutir
potentiellement une confrontation avec comment dire, la confrérie des mauvais mutants. Et c'est là qu'apparaît un personnage. Alors, il tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe, hein, vous voyez, il arrive là en courant, il est poursuivi, tac tac, il chute, et c'est là que Jean Grey, pardon, voit qu'il s'agit de Scott, et là, elle commence à se souvenir de lui. Bon, il y a un mélange en plus un peu bizarre, vous voyez, vous avez le fauve qui dit X-Men Rassemblement. Enfin, ça crée vraiment une sensation un peu étrange d'un truc qu'on a déjà vu 40 milliards de fois, mais avec des idées qui sont pas forcément totalement délirantes, mais qui sont pas totalement abouties non plus. Et c'est là que petit à petit, elle commence à se souvenir en fait que bah, il y a vraiment trop de choses qui clochent et que ça peut pas être la réalité. Vous avez une référence à l'Égypte ici. Vous avez enfin la version fusionnée de Cyclope et d'Apocalypse qui réapparaît et qui a l'air de retransformer tout le monde à nouveau. Et l'épisode se termine avec, comment dire, Jean Grey qui quitte l'équipe. Terminé. Et cette réalité, on la reverra plus. On passe à une autre réalité, là, c'est dans Cable 77, où donc il y a la suite des ères d'Apocalypse, mais en réalité, c'est pas vraiment la suite, c'est juste une nouvelle proposition. Une nouvelle proposition où, cette fois-ci, on va dire la copine ah, de Cable n'est pas décédée, elle est toujours en vie, et Cable, en fait, va mener une révolte contre Apocalypse. Et pour ça, en fait, il a fait venir tous les X-Men qui sont encore là, donc enfin tous les mutants qui sont encore là. Donc Warpath, Rocket, Monnaie Saint-Croix, Sync. J'aurais voulu avoir son nom, j'ai oublié. Comment elle s'appelle déjà? Alia, voilà. Alia qui est censée être décédée, mais qui là est vivante. Voilà, donc on est vraiment sur on crée des variants, quoi. Donc là, on a d'autres mutants qui apparaissent. Donc Ororo, lui j'ai oublié, ça doit être Sunfar. Oui, c'est Sunfar. Et puis Magneto en armure médiévale. Bon, voilà quoi. Hein. Et puis vous avez ici à nouveau le Apocalypse version Cyclope fusionné avec le monolithe vivant. Et donc tout ce petit monde se prépare à se foutre sur la gueule. Et ça va aboutir comme ça tranquillement à la fin de l'épisode, où il se passera quelque part rien de plus. Et on passe à l'épisode suivant. Wolverine, les heures d'Apocalypse, à nouveau une nouvelle réalité. Cette fois-ci, alors c'est encore différent. Ça se repose sur un épisode des Fantastic Four où vous aviez les 4 Fantastiques qui étaient remplacés par Spider-Man, par Ghost Rider, par Hulk et par Wolverine, donc forcément. Et là, c'est une réalité où c'est le cas. Ils doivent dans un premier temps affronter Blastar et Annihilus. Vous avez, comment dire, Peter Parker qui fait partie des 4 Fantastiques avec Mary Jane, une petite May qui est là, Hulk qui, comment dire, qui est avec Betty Ross qui est transformée en harpie volante. Et donc Wolverine et Ghost Rider qui sont présents. C'est des dessins de Roger Cruz et Scott Koblish, et c'est scénarisé par Eric Larson par Eric Larson, tout court. Bon, moi j'aime bien généralement les dessins de Roger Cruz, mais là c'est pas fabuleux non plus. Bon, ça va être une aventure assez plan-plan, ça se repose vraiment sur ces épisodes des Fantastic Four. Bon, voilà, c'est pas génialissime, quoi. Bon, et évidemment, on parle des 4 Fantastiques, donc on va avoir droit à Fatalis, qui n'est pas vraiment le Fatalis qu'on pensait, puisqu'il y a Arnim Zola dans la bande. Bon, et encore une fois, ça s'arrête, on passe à l'épisode suivant, cette fois-ci de X-Men Unlimited 26, les airs d'Apocalypse, alors Brett Booth au dessin. Alors Brett Booth, à l'époque, on le retrouve de manière un peu irrégulière, comme ça, de titre en titre. Moi, j'aime bien ce dessinateur, il a juste pour défaut d'être une espèce de sous-Jim Lee à l'époque, et il a encore pas réglé certains problèmes, je trouve, au niveau des visages et au niveau des bouches, notamment des bouches féminines. On a l'impression qu'elles font la moue tout le temps, et c'est assez... ça finit par se voir beaucoup, quoi, qu'il est assez limité à ce niveau-là. Et puis surtout, ils ont un côté très longiligne, ces personnages, même, vous voyez, même des personnages qui devraient être un peu costauds, un peu, voilà, ils font
font pas si costaud que ça, je trouve. Bon, on est sur comment dire, la face cachée de la Lune, chez les Inhumains. C'est une méga baston avec, comment dire, des cavaliers d'Apocalypse. Sincèrement, waouh, c'est pas extraordinaire, quoi. Donc vous avez d'autres X-Men qui déboulent pour les aider. Donc là, c'est Excalibur, on en aura d'autres après, hein. Voilà, vous avez comment dire, le hurleur qui intervient aussi. Bon, encore une fois, mais pourquoi, quoi? Pourquoi passer autant de pages? Évidemment, il faut bien qu'il y ait Phoenix qui déboule à un moment ou un autre. Mais pourquoi passer tant de pages à raconter ça alors que ça n'a aucun intérêt sur la durée, quoi, puisque cet univers va disparaître? Et rebelote, on revient à Alan Davis et à la série Uncanny X-Men, non, X-Men, pardon, 98. Là, c'est Alan Davis au scénario et au dessin, qui nous présente une version du futur des X-Men, où donc les X-Men ont vieilli. Voilà, Xavier, il est devenu tout vieux, Peter, il a la moustache. Tiens, tiens, c'est ce qui se passera plus tard, bien des années plus tard. Et Jean Grey a vieilli. Bon, voilà, je vais pas cesser de le répéter, mais en fait, ils ont tous vieilli. Donc, c'est l'un des intérêts du truc, c'est de présenter la série comme étant une version vieillie des personnages. C'est peut-être un des épisodes qui m'a le plus plu parce qu'il y a des choses qui sont pas mal. Cette histoire de tornade qui n'a plus d'incarnation physique. Ce fauve bedonnant, c'est plutôt rigolo. Et puis le Iceberg qui, comme il le dit, il a trouvé une version plus féroce de lui en ayant comme ça ces pics de glace qui surgissent. Bon, et puis vous avez Jean Grey en fait qui elle en fait a perdu Scott lors d'un précédent combat et elle pleure en fait Scott Summers depuis enfin dès lors. Vous avez Marrow et Gambit ensemble. Alors Gambit il a un look moi je le trouve super quand il est vieux là comme ça. Alors évidemment il est avec Marrow mais quand Malicia débarque euh, Malicia a pas méga vieilli, quoi. Donc, donc il y a évidemment un petit malaise. J'ai trouvé ça assez fun. Puis vous avez Magneto et ses mauvais mutants qui déboulent avec toujours leur Naden et puis d'autres divers persos. Là, le perso que vous voyez, c'est pas, vous ne le voyez probablement pas qui c'est. Vous pensez peut-être qu'il s'agit de Cable, mais en fait, ce câble-là que vous voyez n'est pas Cable, c'est Nathan X, c'est X-Man en fait, hein, qui en vieillissant ressemble à Cable. C'est logique, mais le câble d'origine, lui, a été quasiment entièrement recouvert par le technovirus et fait partie de l'équipe de Magneto. Bon, Magneto retrouve son vieil ennemi, ami de toujours, Xavier, pour un dernier baroud d'honneur. Bon, cet épisode, l'idée est intéressante. En fait, ils ont besoin de l'énergie de tout le monde, de tous ces mutants, pour réactiver une machine qui permettrait de sauver Xavier. Et on va voir dans un instant qu'en fait, c'est de la connerie, c'est un piège monté par Apocalypse pour essayer de drainer une nouvelle fois l'énergie des X-Men. Bon, c'est pas. Enfin, ça devient extrêmement confus, quoi, arriver là. Enfin, moi, je trouve que, waouh, il y a un moment donné. Euh, voilà, j'avoue que c'est vraiment pas les épisodes les plus passionnants. À nouveau la version Apocalypse Scott Summers qui réapparaît pour dire gna gna gna, je vous ai eu. Et puis, ben, c'est à ce moment-là que X-Man, qui a la forme de Cab, mais c'est bien X-Man, que X-Man se lance en fait à l'assaut de Apocalypse, hein, lors d'un moment d'inattention d'Apocalypse fusionné avec Cyclope. Mais en fait, en réalité, alors qu'il allait réussir à tuer Apocalypse, qui est un peu quand même sa quête hein, à Cable, et ben Jean Grey l'arrête, stop enfin X-Man, pardon. Ouais, même moi, je m'y perds. Et elle l'empêche en fait de tuer Apocalypse, prétextant qu'elle a senti la présence de Cyclope à l'intérieur de ce monstre. Et donc, bah, quelque part, ça détruit l'esprit d'équipe qu'il pouvait y avoir, puisque bah, X-Man ne peut pas rester, parce que bah, ils se rendent bien compte qu'elle ne la laissera jamais accomplir sa quête à lui. Et là, bah, même Xavier se rend compte que il a échoué, parce que tous ont fini par comprendre qu'ils n'étaient plus dans cette réalité où ils étaient vieux, hein, j'ai oublié de le préciser. Et donc, bah, il y a la fin de l'épisode, hein, on est sur sur la fin de cette période, bah, elle nous explique ce qui va se passer, c'est vous avez la vie continue pour certains, vous avez Magneto, Polaris qui vont vivre ailleurs, et vous avez Xavier en fait qui va partir dans l'espace avec ses Skrulls mutants pour leur servir de mentor.
Et puis, cette dernière planche, je la trouve très jolie, cette dernière planche, avec Jean Grey qui s'en va, qui quitte le manoir, parce que, comment dire, c'est pas possible qu'elle reste là, et puis il faut qu'elle trouve un moyen de sauver son mari, et donc, elle quitte. Très jolie planche, hein, j'aime bien le jeu de regard entre Xavier et Jean Grey, et puis cette planche là où ils sont séparés, et comme le dit la notice, hein, entre eux rôde désormais un fantôme, qui est donc le fantôme de Cyclope. Nous sommes dans l'Uncanny X-Men qui suit, le 379, et comme l'indique la couverture, c'est un nouveau départ. Nouveau départ avec nouveau dessinateur, Tom Raney, qui entré par Scott Hanna, Tom Raney, qui est un dessinateur que l'on connaîtra aussi, parce que c'est lui qui avait fait Stormwatch chez Image, qui était les prémices de The Authority. Donc là, on est sur un épisode où on nous raconte à nouveau le passé des X-Men, leurs grands moments, la création de plusieurs équipes. Bon, ça me remet un petit peu à plat le truc. Et puis, comme très souvent chez les X-Men, quand ça va pas, tout le monde fait une partie de baseball dans le jardin. Et donc c'est l'occasion pour... c'est vraiment un épisode qui va remettre à plat. Comme c'est marqué, hein, c'est un nouveau départ, donc on nous montre un petit peu les forces en présence. Magneto et Lorna Dane, Polaris à Genosha, Mystique qui fomente quelque chose au niveau du gouvernement en utilisant son pouvoir de polymorphie. Vous avez Phoenix qui règle ses comptes avec X-Man, bon, et qui finit par partir en fait, X-Man. Et puis vous avez les mauvais mutants qui préparent aussi quelque chose de leur côté. Bon, c'est vraiment un épisode de redémarrage. Et puis vous avez le maître de l'évolution qui déboule. Donc là, vous comprenez un peu mieux pourquoi on avait au tout début de l'épisode, au tout début de l'intégrale, ce fameux annual avec le maître de l'évolution. Et vous comprenez peut-être maintenant un peu mieux ma remarque, c'est que l'annual, il aurait peut-être mieux valu le mettre en fait ici, tout simplement. Déjà, ça aurait créé une pause entre cette ère-ci et cette nouvelle ère qui démarre. Et puis, du coup, on aurait eu une continuité un peu logique d'avoir le maître de l'évolution. Maître de l'évolution qui explique que il a compris que l'un des problèmes de l'humanité, c'était comment dire, il y avait les mutants, enfin le gène mutant. Et donc, pour régler le problème, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de sceller le destin des mutants en supprimant tout simplement le gène mutant. Et donc, du coup, tous les mutants redeviennent humains, avec toutes les conséquences que ça va bien pouvoir avoir. C'est-à-dire que le Magneto perd ses pouvoirs, par exemple. Vous voyez, hein, j'ai perdu mes pouvoirs, il va pour s'envoler, il se pète la gueule. Ça aurait pu être mis en scène de manière un peu plus comique. Moi, j'avoue que je l'imagine se péter la gueule comme ça. Je trouve ça assez drôle. Ici, Mystique, qui était en plein piratage du Pentagone, et elle se met à se transformer et tac, 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 et puis elle reprend son apparence humaine. Voilà, les mauvais mutants, que ce soit le Blob, par exemple, ici, ou d'autres, ils reprennent le crapaud, qui reprend son apparence humaine, avec cette idée qui commence à apparaître, il va y avoir des gagnants, il va y avoir des perdants. Vous allez avoir certains X-Men, certains mutants, qui vont y trouver leur compte, pas d'autres. Voilà. Et certains vont apprécier quelque part de ne plus avoir de pouvoir mutant. D'autres, et là aussi c'est intéressant comme idée, Tornade a déjà vécu cette période, donc c'est plutôt pas mal comme idée. Angel qui perd ses ailes, etc. Et quelle va être la réaction des mutants quand ils vont découvrir qu'ils ont définitivement perdu leur pouvoir? Enfin, définitivement. Petit clin d'œil, puisque évidemment, ce n'est pas définitif. Et on est parti pour une période où les X-Men les mutants vont perdre leur pouvoir et on va pouvoir regarder et constater quelles vont être quelles vont être les conséquences de ce choix du maître de l'évolution. On a un épisode de câble qui arrive. Alors là, on va avoir 3 épisodes, je dirais, de remplissage. Et c'est un peu dommage parce que ça va casser le rythme de l'album. Je vous explique. Là, vous voyez, on a le maître de l'évolution donc, qui vient de faire son choix. Voilà. Donc c'est le départ, c'est une nouvelle période. Et là, tout ça, ce paquet d'épisodes, c'est un épisode de Cable, un épisode de X-Force, un épisode de Wolverine qui sont pas vraiment liés à la saga, mais qui ont pour objectif de nous faire comprendre quelles sont les conséquences de ce choix, de cette opération réalisée par le maître de l'évolution. On est sur l'épisode numéro 78, c'est scénarisé par Joe Pruitt et c'est dessiné par Juan Santa Cruz.
et Michael Ryan, c'est loin d'être joli, hein, c'est waouh. Et donc dans cet épisode, qu'est-ce qui va se passer? Bah, pas grand-chose. Le seul truc, c'est juste pour la dernière page, vous avez Cable qui perd ses pouvoirs, et donc bah, son corps qui commence à devenir complètement zinzin avec le technovirus. Voilà. X-Force, on a un loner, un récit complet d'un gamin, en fait, d'un mutant qui est capable de voler, et qui, bah, en fait, est rejeté par les autres, mais il peut, en fait, utiliser ce pouvoir de vol pour, mine de rien, se faire un peu respecter. Et le fait que tous les pouvoirs mutants disparaissent et que les mutants disparaissent, bah, lui, ça va avoir une incidence, c'est qu'il pense pouvoir voler, sauf que, bah, il peut plus, tout simplement. Donc c'est un épisode qui travaille sur ça, et on a Rocket, notamment, de X-Force, qui intervient, mais c'est tout. Conviendrait quand même que bon, c'était peut-être pas indispensable dans cette intégrale. Là, on a un épisode de Wolverine. Alors, celui-là est peut-être un peu plus intéressant, où on comprend dès le départ, donc on nous résume la situation. Eric Larson au scénario nous résume la situation. C'est que il n'a plus de pouvoir mutant, donc il n'a plus de pouvoir de régénération. Et ça crée un problème au niveau de ses griffes, parce que si son pouvoir de régénération a disparu, ses griffes, par contre, eh ben, il y a Nova hein, qui apparaît, comme vous avez pu voir. Ses griffes, elle, il peut toujours les sortir. Sauf que quand il sort ses griffes, bah, sa peau et ses organes ne se régénèrent pas comme auparavant. Donc il est obligé d'arrêter le saignement, etc. Bon, alors, bon, c'est une grosse baston. D'où les bandages au niveau des poignets. Et puis, voilà, il y a quelques désagréments au fait qu'il n'ait plus son pouvoir de résurrection. Et on revient donc à X-Men avec ce titre, plus de mutants. C'est évidemment ça nous fait réagir aujourd'hui, et on pense à House of M et à la conclusion de House of M avec la sorcière rouge qui déclare plus de mutants. C'est intéressant comme ces idées en fait cette idée a été reprise par la suite plusieurs fois. D'abord avec, comment dire, quand c'était Joss Whedon et Cassaday qui étaient au dessin, ils ont fait tout un truc sur un antidote qui permettait de guérir de la mutation. Bah, il y a un peu cette idée-là, de se débarrasser de la mutation. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a des gagnants? Est-ce qu'il y a des perdants? Et puis cette idée de plus de mutants. Il n'y a plus de mutants, donc qu'est-ce que devient l'univers Marvel quand il n'y a plus de mutants? On découvre que le maître de l'évolution, là on est passé à X-Men 99, toujours Alan Davis au scénario. On découvre donc le maître de l'évolution qui a un comparse hein, qui s'avère être. Alors, comment il s'appelle? C'est Essex, mais évidemment, c'est le docteur Essex, mais évidemment, docteur Essex pour nous, ça rime en Mister Sinistre. Et on se dit que Mister Sinistre allié au maître de l'évolution, ça ne peut pas être une bonne chose. Et puis on arrive directement sur Genosha avec la situation qui se dégrade à Genosha, puisqu'il n'y a plus de mutants, donc Magneto ne représente plus une menace, donc les humains tentent de reprendre le pouvoir de Genosha. Et ça, c'est plutôt bien vu. On a ici Diablo qui a perdu sa couleur bleue. Alors vous allez me dire, mais non, regarde, il est bleu. Oui, oui, mais ça, en fait, c'est un hologramme. Et Diablo, maintenant, ressemble à ceci. Il a recouvré sa couleur de peau. Il a recouvré le même nombre de doigts. Il n'a plus de queue. Et d'ailleurs, il le dit d'ailleurs dans les commentaires qu'en fait, il a plus de queue. Donc, il est obligé de se réadapter au niveau équilibre. Bon, donc cet épisode va nous montrer en fait la situation de chacun. Alors Marrow, par exemple, elle, bah c'est super pour elle le fait qu'il n'y ait plus de pouvoir mutant, puisque en fait elle n'a plus d'excroissance osseuse qui lui pousse sur le corps, et donc elle vit une deuxième vie et sous l'œil, on va dire attentif de Tornade. Euh, on aurait pu penser que Alan Davis, elle a énormément joué sur Malicia, sur le fait qu'elle puisse enfin toucher des gens, mais pas trop. En fait, Malicia se positionne comme quelqu'un qui va qui va essayer d'aider Mystique à sortir de prison. Parce que Mystique est coincée, elle ne peut plus se transformer, elle n'a plus son pouvoir de polymorphie. On voit évidemment ce qu'il advient de Jubilé, et on retrouve notre fameux Wolverine, qui ici a donc un problème de griffe. Hein. Et l'idée est plutôt pas mal. Et puis on a ici des mutants qui sont coincés dans une mutation, enfin dans un entre-deux de mutation. Et enfin, on a donc Mister Sinistre qui apparaît et qui se révèle être un traître envers le maître de l'évolution.
En fait, cette situation, elle est pas mal, mais malheureusement, on va trop s'attarder sur qu'est-ce que c'est être un ancien mutant? Est-ce que c'était bien d'avoir des pouvoirs? Est-ce que c'est bien de les avoir perdus? Et en réalité, on sent bien que Alan Davis, il est obligé de décourter son idée. C'est-à-dire que ça aurait pu durer plus longtemps, je trouve. Mais malheureusement, bah là, dès l'épisode qui vient, il faut résoudre le problème. Donc les mutants vont s'allier, et malgré qu'il n'y ait plus de pouvoir mutant, ils se disent, bah, on peut toujours aller trouver une solution. Donc ils se dirigent vers le vaisseau du maître de l'évolution pour aller lui faire la peau, et surtout pour rétablir en fait le gène mutant. Et c'est exactement ce qui va se passer. Bon, tout ça se règle, vous voyez, d'un coup de cuillère à peau, et voilà, tout le monde a retrouvé ses pouvoirs mutants à la fin. Bon, c'est un peu pirouette cacahuète, enfin c'est un peu rapide quoi. C'est-à-dire comme conclusion. Moi j'ai vraiment l'impression qu'on a dû, j'ai pas quelqu'un à appeler Alan Davis pour lui dire, eh, écoute mec, là, ton histoire de plus de pouvoir mutant, faut résoudre le problème parce que là c'est pas possible. Donc du coup, bon. Alors l'avantage dans cette intégrale, c'est que ça, comme vous pouvez le voir en termes de sommaire, ça crée deux périodes qui sont côte à côte dans cet album, qui, ça évite que ça déborde sur l'album suivant. Dans l'album suivant, dans la prochaine intégrale, on aura droit, alors Christian Grasse en parle dans son, euh, dans son intro, la 59e, alors est-ce que c'est bien ça? Donc on nous dit bien que voilà, il va y avoir Jim Lee qui va reprendre. Attendez, que je dise pas de bêtises. Tatata, des histoires issues d'autres séries, voilà. Un épisode spécial de Tac Tac. Cependant, le cycle de Davis ne s'achève véritablement que dans X-Men 380, donc celui que je viens de vous feuilleter. Après son départ, Marvel surprend encore les lecteurs en annonçant le retour de Chris Claremont, qui va reprendre son rôle en fait, parce que ça va durer 9 mois. Mais la quantité d'épisodes produits durant cette période est considérable et alimentera les sommaires des volumes à venir. Alors la 59e intégrale proposera notamment les récits de Claremont tirés des séries régulières, ainsi que tandis que la 60e inclura la mini-série X-Men Black Sun, signé Tom Derenick au dessin. Voilà. Donc, bon, il y a Claremont qui revient dans la prochaine intégrale, mais c'est vrai que c'est pas ultime. Hein. C'est-à-dire que ça va clairement pas être au niveau de sa première période et sa période d'âge d'or, on va dire, sur le, sur le, sur la série. Voilà, je vous l'ai fait intégralement. Je sais pas si ça vous plaît, je sais pas si ça éveille chez vous des souvenirs de publications Panini à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Est-ce que c'est une période que vous aimez bien? Moi, c'est pas clairement pas ma préférée. Autant les 12 encore ça allait, autant là, les airs d'Apocalypse et cette histoire de perte de mutation, qui est retrouvée d'un coup de baguette magique, c'est pas ce qui m'a le plus fait de l'effet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette intégrale X-Men. Bon, de toute manière, si vous êtes fan des X-Men, il est fort probable que vous soyez déjà jeté dessus. Si c'est pas le cas, j'espère que je vous ai convaincu, malgré tout, et quand je dis malgré tout, c'est malgré ses défauts, de la lire. Moi, j'ai passé un bon moment, parce que de toute façon, je suis toujours très très bon public sur les X-Men. Et mine de rien, on se rend compte, hein, au fur et à mesure de la lecture, qu'il y avait quelques idées qui ont essaimé durant cette période, qui seront réutilisées plus tard par d'autres scénaristes. Moi, ça m'a particulièrement marqué quand je l'ai lu. Je me suis dit, mais en fait, ça, c'est une idée qu'on retrouve plus tard chez un tel. Et donc, voilà, je trouve ça assez intéressant comme intégrale. Et comme je le disais dans l'intro, de toute manière, on n'a jamais assez de Alan Davis au dessin. C'est toujours un plaisir, même s'il y en a assez peu. Et moi, ça me fait marrer de trouver Brett Booth dans les années 2000, alors que je lisais pas plus tard que hier des épisodes de lui sur Spawn. Donc, c'est assez amusant de de retrouver ce dessinateur sur une période aussi grande, puisque 25 ans quand même, ça me rappelle à quel point Brent Booth est en fait un dessinateur vétéran maintenant aujourd'hui. Voilà, sur ce, bah écoutez, à très bientôt pour une prochaine intégrale X-Men, et puis j'ai d'autres bouquins à vous feuilleter d'ici là, de toute manière. Passez une bonne journée, bonne lecture à vous, protégez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, lisez des comics, salut, ciao.